La manipulation génétique chez l'homme, c'est quelque chose qui est actuellement faisable, notamment grâce à l'arrivée de nouvelles technologies comme CRISPR-Cas9, qui permet de manipuler l'ADN dans tout un ensemble d'organismes, dont l'homme. Cependant, c'est quelque chose qui est encore tout nouveau comme technologie, donc elle a besoin d'encadrement, notamment au niveau législatif. Alors le CRISPR-Cas9, en fait, c'est une technologie qui est issue des bactéries qui utilisaient ce système pour se défendre contre des attaques de virus. Et nous, on a détourné ce système pour pouvoir couper l'ADN. Alors pourquoi couper l'ADN? Ça nous permet de modifier l'ADN, notamment dans le cadre de nos recherches, pour pouvoir essayer d'expliquer les phénomènes biologiques dans nos recherches. Le CRISPR-Cas9, il est composé de deux éléments. Une protéine qu'on appelle Cas9, qui est en fait une enzyme ciseau, c'est elle qui va couper l'ADN, et aussi d'un élément qu'on appelle l'ARN guide, qui va permettre de guider la Cas9 vers sa cible. L'ARN guide, en fait, c'est une sorte de dérivé de l'ADN et qui permet de s'associer à une séquence ADN. Et donc cet ARN va être associé à la Cas9 et va pouvoir permettre de guider cette enzyme ciseau vers une cible déterminée. Et nous, on a la capacité de produire des ARN qui vont se diriger sur des gènes spécifiques. La technologie CRISPR-Cas9, telle qu'on l'utilise dans les laboratoires, a été décrite en 2012 par Emmanuel Charpentier et sa collègue Jennifer Doudna, qui ont, dans un papier de Science, expliqué comment on pouvait utiliser ce système CRISPR-Cas9, qui était donc issu des bactéries, issu de la recherche sur ces bactéries, pour l'appliquer à nos recherches et l'utiliser dans différents modèles, comme par exemple la souris, la mouche, mais ça a été testé sur énormément d'organismes. C'est ça qui est génial avec cette technologie, c'est qu'elle peut être appliquée à tous les organismes vivants qui ont de l'ADN. La modification du génétique, elle existe depuis plusieurs décennies, mais elle impliquait beaucoup de choses très coûteuses ou très difficiles techniquement. Et ces techniques-là, telles que le TALEN ou les zinc finger, elles ont été dépassées par la technologie CRISPR parce que cette technologie était efficace et peu coûteuse. On va créer une modification génétique au niveau du gène pour qu'il ne soit plus exprimé, qu'il ne puisse plus jouer son rôle. Et l'absence de ce gène-là et de la protéine qui est produite va induire des phénomènes qu'on va pouvoir observer. On lit la littérature, on essaie de voir ce qui a été dit sur cette protéine-là, on essaie de découvrir quel rôle elle peut avoir dans notre modèle d'étude. Et donc voilà, c'est comme ça, on sélectionne un petit peu les gènes qui nous intéressent et on va les étudier comme ça. On a la chance de pouvoir avoir à notre disposition l'ensemble du génome de la souris. Il a été séquencé et grâce à des techniques d'amplification d'ADN et de séquençage, on va réussir à identifier si on a eu une modification. Et si cette modification va entraîner la perte du gène. Ce qui est intéressant de savoir sur CRISPR-Cas9, c'est qu'il va couper l'ADN entièrement. Et il y a des mécanismes dans la cellule qui vont venir réparer, parce que l'ADN coupé, en général, la cellule n'aime pas du tout. Donc du coup, elle a des mécanismes pour réparer ça. Et quand elle va vouloir rabooter les deux bouts, elle va en général faire des erreurs. C'est-à-dire qu'elle va soit intégrer ce qu'on appelle des nucléotides, donc la base de l'ADN, soit en enlever. Et le fait d'en enlever ou d'en rajouter, ça crée des mutations. Ça existe aussi de façon naturelle. C'est pour ça qu'il y a dans l'évolution, il y a eu des mutations qui se sont créées au fur et à mesure du temps. Et là, le fait de rabooter, ça peut avoir un effet délétère sur la genèse de la protéine en fait. Et donc du coup, avoir des animaux qui sont délétés du gène en question. Le CRISPR-Cas9 est quand même une découverte récente et le champ des applications est, comme on l'a dit, assez large. Et je pense qu'on n'est qu'au début de ces possibilités. Et, il y a notamment pour le cancer, pour le sida, l'approche qui a été faite donc chez la souris, ça a été d'utiliser deux technologies pour essayer d'éradiquer entièrement le sida chez une souris infectée. Et ils ont utilisé d'abord une technologie, donc je ne vais pas détailler là parce que je ne la connais pas vraiment, pour réduire l'agent infectieux dans l'organisme. Et ensuite, ils ont utilisé les CRISPR pour
déléter la partie virale du virus qui s'était intégré à l'ADN. C'est-à-dire que ce qui est apparemment compliqué au sida pour l'éradiquer complètement, c'est qu'il y a certains éléments du virus qui vont s'intégrer directement dans l'ADN du patient. Ça, on ne peut pas l'éliminer avec des médicaments. Et donc du coup, pour contrecarrer ça, ils ont utilisé le CRISPR pour venir casser ce qui avait les éléments du virus qui étaient dans l'ADN. Et en faisant ça, ils ont baissé et éradiqué complètement le sida chez, je crois, 30% des souris qui ont été traitées. Il peut y avoir différentes manières d'amener le CRISPR dans l'organisme. À l'heure actuelle, ce qui est le plus probable, c'est d'utiliser des cellules malades d'un patient, de les sortir de l'organisme, de les modifier génétiquement in vitro, de telle façon à corriger des erreurs dans les cellules, dans les gènes incriminés, grâce au CRISPR. Et ensuite, une fois les critères de sélection et de qualité faits, réinjecter ces cellules modifiées dans le patient afin qu'elles puissent jouer leur rôle. C'est de la thérapie génique en fait. Le CRISPR-Cas9 est quand même une découverte récente et le champ des applications est, comme on l'a dit, assez large. Et je pense qu'on n'est qu'au début de ces possibilités. Et, il y a notamment pour le cancer, pour le sida. Oui, effectivement, il y a des champs d'application un petit peu à la marge et qui peuvent surprendre, mais qui sont à la fois très, très utiles. Notamment modifier le génome des moustiques pour qu'il y ait uniquement des mâles. Et donc les mâles ne piquent pas et la reproduction se ferait beaucoup moins bien forcément. Et donc du coup, grâce à la technologie CRISPR, on pourrait réduire la quantité de moustiques dans certaines zones et donc éviter aussi la propagation de certaines maladies. Alors la technique CRISPR-Cas9, elle peut avoir potentiellement beaucoup d'applications. Elle peut être aussi appliquée dans le domaine du végétal. Les modifications génétiques qu'on peut faire avec CRISPR-Cas9 chez la plante, à proprement parler, ce ne sont pas vraiment des organismes génétiquement modifiés comme on l'entend. C'est-à-dire qu'on peut invalider des gènes chez la plante pour X raisons. Voilà. Et en fait, cette modification-là, elle va pas, vu qu'on n'intègre pas quelque chose de l'extérieur, il ne sera pas considéré comme un OGM. Alors c'est en débat encore, parce que c'est un peu de la sémantique et tout ça. Le CRISPR peut permettre chez la plante d'invalider des gènes qui peuvent être responsables de la dégradation d'un produit. Et donc en invalidant certains gènes, on peut orienter le fruit, la plante plutôt, vers plus de production, une couleur plus étincelante, je ne sais pas, tout ça en invalidant des gènes. Et à partir du moment où on n'a pas apporté quelque chose dans l'organisme, il n'est pas forcément considéré comme un OGM. À l'heure actuelle, dans la communauté scientifique, il n'y a pas encore tout à fait de consensus sur la spécificité véritable du CRISPR. C'est-à-dire qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des off-target, ce qui est en fait des coupures dans l'ADN qui ne sont pas sur notre cible. Et donc ça peut engendrer des mutations non voulues qui pourraient avoir des effets délétères. Donc il y a des recherches qui sont actuellement faites pour améliorer le système, essayer d'avoir une spécificité beaucoup plus importante. On a entrouvert la porte à énormément de possibilités. Maintenant, il faut ne pas aller trop vite, il faut raison garder pour pas que la technique nous échappe. Oui, effectivement, la technique a été utilisée sur l'homme par un chercheur chinois qui a fait ça en dépit de la législation de son propre pays quand même. Donc il a fait ça un petit peu tout seul dans son coin et il a muté un gène qui était lié au sida pour rendre les enfants immunisés. Alors c'est en ça que la technique peut être un petit peu dangereuse, c'est qu'elle est relativement facile à mettre en œuvre. Au niveau international, donc notamment tout ce qui est manipulation génétique au niveau des cellules germinales, c'est-à-dire de l'embryon, tout ça c'est interdit. Je sais qu'il y a des gros enjeux derrière cette technologie-là, puisqu'il y a eu des brevets qui ont été déposés à la fois par l'équipe d'Emmanuel Charpentier et de sa collègue américaine, mais aussi par un autre laboratoire américain. Et actuellement, il y a une guerre de brevets pour savoir qui c'est qui va détenir les droits de cette technologie. Le CRISPR-Cas9 en tant que tel, chez la bactérie, il est étudié depuis les années 80.
c'est l'ensemble de la recherche fondamentale qui a travaillé sur ça, sur la bactérie, qui a permis cette découverte. Et donc la mise à disposition de cet outil comme outil de modification génétique et qui ouvre des perspectives extraordinaires. Et il ne faut pas oublier que c'est la recherche fondamentale qui a permis ça. Et aussi un petit peu la nature qui quand même nous a fourni cet outil magnifique. Je ne pense pas que le CRISPR soit démocratisé au point qu'on puisse tous modifier notre ADN. Ce n'est pas quelque chose qui me paraît… en tout cas, je ne pense pas que le droit l'autorise. Et à mon sens, il ne faut pas. On joue quand même là-dessus sur le génome humain, alors on n'a pas le droit de faire n'importe quoi.